Bonjour à vous. Alors je me trouve actuellement au CRPS, le centre de réhabilitation psychosociale de Rodez, au lendemain d'un très intéressant colloque d'art-thérapie qui s'est tenu ici. J'ai pu y faire à cette occasion plusieurs très belles rencontres professionnelles et humaines, notamment auprès du docteur Pierre Kevitz, qui est le médecin psychiatre du CRPS, d'Olivier Rabereau, infirmier psy, et tout prochainement musicothérapeute, on lui souhaite, comme avec les membres des Squatters du Blues, ce groupe de musicothérapie qui est porté par Cisco et Olivier, et mis en place ici depuis plusieurs années. Pour représenter les squatteurs, on aura aussi la chance d'échanger avec Émeric et Françoise, les membres du groupe et usagers du CRPS, sur leur histoire, leur vécu de ce groupe et leur expérience de cette très très belle aventure humaine. Alors nos riches échanges feront l'objet de plusieurs épisodes. C'est pour ça que sans plus attendre, je vous souhaite une très très belle écoute. Bonjour Pierre Kivitz, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Merci à toi, salut Stéphane et merci pour c'est toi qui, oui, je suis très content d'être avec toi et j'ai répondu très favorablement à ton invitation, donc merci. Merci. Alors du coup, peut-être que je vais te laisser te présenter directement où tu travailles, ton association, voilà, de manière très très brève. Et puis, comme je sais que tu es guitariste, de manière, on va dire, plus officieuse. Voilà. Parler un petit peu de ça, bien sûr. Et donc, je suis médecin psychiatre, actuellement en poste à l'hôpital Sainte-Marie, centre hospitalier Sainte-Marie de Rodez. Et je suis le médecin référent, médecin-chef de ce qu'on appelle la filière réhabilitation, qui comporte notamment ce qu'on appelle aujourd'hui le CIRA, donc le Centre intersectoriel réhabilitation Aveyron, donc qui est un centre reconnu, aujourd'hui labellisé de réhabilitation psychosociale. Je travaille encore en intra-hospitalier, parce que c'est aussi une période où l'on manque de psychiatres dans tous les centres hospitaliers. Et donc il y a beaucoup de travail, il y a encore beaucoup de travail en intra, on a un peu de mal à recruter actuellement. J'aimerais me consacrer davantage à la réhabilitation et l'ambulatoire, mais je suis encore en intra-hospitalier et parfois je me dis peut-être que c'est bien d'y être encore parce qu'on a encore besoin aussi de services hospitaliers pour les patients qui traversent des périodes très critiques et parfois de façon prolongée aussi. On a tendance parfois à oublier aussi qu'il y a cette nécessité de soins intra-hospitaliers de qualité. On a beaucoup développé tout ce qui est unité mobile ambulatoire et j'y ai participé, mais je pense qu'il ne faut pas sous-estimer cette partie du soin psychiatrique. C'est d'ailleurs un débat actuellement en psychiatrie. C'est très bien de promouvoir tous les services innovants, les équipes mobiles, mais ne pas oublier l'intra-hospitalier. Et si on veut changer la psychiatrie, il faut la changer, il faut la faire évoluer, il faut le penser sur tout le parcours du patient et qui comprend des phases hospitalières. Bon, ça c'est une petite parenthèse et pour te dire que j'en suis encore là aussi de travailler en intra-hospitalier. Et du reste, que te dire d'autre, je suis formé en thérapie systémique et en hypnose et thérapie brève. Je dis juste ça pour souligner le fait que je pense que c'est important pour tout praticien en psychiatrie, ce serait bien pour tout soignant, mais pour les médecins en particulier, d'avoir à la fois la formation médicale, mais la formation aussi, une formation psychothérapeutique, quelle qu'elle soit, parce que c'est une ouverture sur la dimension psychodynamique. On ne peut en rester, à mon avis, dans l'approche soignante, on ne peut en rester... on doit, proposer une approche globale et donc ne pas se cantonner juste à une psychiatrie biologique, biologisante, aussi efficace et pertinente soit-elle. Donc je pense qu'il faut une approche psychothérapeutique qui donne une ouverture psychodynamique. Voilà, et donc oui, il se fait que moi j'ai choisi ces formations en psychothérapie après m'être intéressé et avoir fait aussi un parcours plus personnel en psychanalyse, mais je ne suis pas du tout psychanalyste. Ce qui explique ton ouverture, on va en parler plus tard, mais sur la recherche aussi. Mais on en parlera un
Oui, on en parlera. Et peut-être, alors, la recherche qui est très bien développée en psychiatrie générale, en psychopharmacologie, en approche clinique classique dans le champ psychiatrique. Ce qui manque un petit peu peut-être, on en parlera parce que je sais que tu es concerné au premier chef et que tu fais partie de ceux qui font bouger les choses sur ce plan-là, bouger les lignes. C'est une recherche aussi à la fois quantitative et qualitative sur les approches alternatives, psychothérapeutiques, art thérapeutiques et musicothérapeutiques, puisqu'on va parler de ça entre autres, puisqu'on est tous les deux dans ce domaine, convaincus que c'est une approche pertinente, avec l'envie de défendre cette approche-là. Alors, nous savons, je vais dire nous, je t'englobe et puis tu me dis non, moi je ne suis pas d'accord avec ça si tu le penses, mais dans nos pratiques cliniques, nous sommes convaincus, quand on accompagne des patients, que c'est une approche pertinente. Je pense que c'est important aussi de pouvoir le montrer, l'expliciter, le partager avec les collègues. Voilà, ça plaît pas à tout le monde, mais il faut passer par là aussi. Une certaine scientificité, une méthodologie et pouvoir communiquer. Je pense que tu le fais, Stéphane, et je pense que il faut, voilà, on n'est peut-être pas suffisamment nombreux à porter ce mouvement aussi de scientificité dans ces approches art thérapeutiques et musicothérapeutiques. Je suis pleinement d'accord. Et nous sommes au lendemain, pardon, justement d'un colloque donc, pour communiquer aussi sur tous ces aspects de recherche. Et je crois comprendre que dans l'art-thérapie ou les arts-thérapies de manière générale, comme on a pu l'entendre encore hier aussi, ça peut parfois déranger d'avoir peut-être cette opposition ou ce clivage entre la clinique et la recherche, alors qu'en fait, la recherche, elle est déjà de fait, on va dire, double, quoi. Il y a à la fois la recherche fondamentale qui concerne complètement d'autres choses dont on est forcément, enfin, pas nécessairement en tout cas concerné dans le domaine des arts-thérapies ou de l'évaluation d'une pratique clinique, et il y a la recherche clinique qui, elle, devrait par contre beaucoup plus nous intéresser, mais voilà, mais pas dans des oppositions qui parfois, je pense, sont peut-être mal comprises aussi. Tout à fait, je pense que... Alors peut-être que ça a été abordé hier lors de ce colloque art-thérapie, peut-être pas suffisamment, mais bon, la journée était déjà très dense comme ça, donc on n'a pas pu aborder tous les sujets, mais je dirais ça comme ça, c'est quel type de scientificité aussi, ou quelle méthodologie, études quantitatives, études qualitatives, études basées aussi sur le vécu des patients et des usagers. Je pense qu'on ne peut pas réaliser les études en musicothérapie comme on les réalise en ce qu'on appelle l'evidence-based medicine, les études randomisées, double aveugle, même s'il peut y en avoir aussi quelques-unes. Donc il y a cette question aussi d'avoir une approche scientifique, une démarche de recherche qui doit parfois aussi encore trouver sa méthodologie, peut-être. Voilà, et peut-être remettre au goût du jour aussi justement les études qualitatives, les études de cas, voilà, sans négliger d'autres choses plus classiques. Je pense. Oui. Bien sûr. En complément, en tout cas, oui, bien sûr. Soit en amont, peut-être, comme des études de faisabilité, mais de pas, que ce soit pas un gros mot, de pas avoir peur parce qu'en fait, les études de cas, dans ce que je crois comprendre, dans la majorité, un peu des conceptions qu'on peut avoir, c'est un peu comme des vieilles vignettes un petit peu très très teintées de psychanalyse, pour le dire très rapidement. Et donc, l'idée, c'est de dépoussiérer ça. On peut faire comme j'ai pu le faire justement hier. On peut parler d'une personne et de toute une prise en charge ou d'un accompagnement, qu'importe, mais sans forcément tomber dans des travers interprétatifs, en fait, parce que c'est un peu malheureusement plus ça. Justement, ça va un peu, je vais un peu avancer dans mes questions parce qu'on parle de ça et je pense que c'est important d'aller dans le cœur un peu du sujet. Comment vous... du coup, j'ai marqué avec des vouvoiements, mais maintenant on se tutoie. Comment tu vois, pardon? Comment tu vois ou comment tu penses un petit peu la recherche de manière générale en musicothérapie ou dans les arts-thérapies? Peut-être que tu as aussi cette lecture-là.
Alors le point de vue que je vais exprimer est bien sûr très personnel et manquera peut-être un petit peu de fondement et de référence, mais je vais te le dire tel que je le pense, et peut-être que toi tu pourras faire des liens avec ce que tu connais. Je crois quand même beaucoup à l'étude des vécus expérientiels, c'est-à-dire les études qualitatives, d'ailleurs qui sont réalisées abondamment dans le domaine de la sociologie par exemple, où on va aller recueillir le vécu expérientiel des personnes, qui vaut comme un savoir expérientiel et qui permet d'avoir un retour qualitatif sur une pratique. Je pense que c'est pertinent pour les arts-thérapies, la musicothérapie, et ça l'est aussi. J'élargis un petit peu le champ sur lequel on porte là nos interrogations, notre regard, de la réhabilitation psychosociale. Peut-être, enfin tu le sais certainement, en réhabilitation psychosociale, on parle de la notion de rétablissement. Le rétablissement, il peut être vu d'un point de vue médical, bon, c'est-à-dire en gros la rémission des symptômes, et ça peut se mesurer à travers les échelles. Voilà, donc une rémission significative, on estime qu'on atteint un certain niveau de rétablissement. Et puis le rétablissement a aussi été étudié alors, à travers un grand nombre d'études à partir du vécu des usagers, usagers ou ex-usagers, en tout cas qui avaient un certain parcours de soins, et qui ont pu dire, c'est les études, un très grand nombre d'études qui ont pu arriver à cette conclusion, en recoupant justement ces nombreux témoignages, très nombreux témoignages, qu'il y avait grosso modo 5 critères de rétablissement subjectif. Et ces critères, on ne peut pas, à mon avis, vraiment les étudier à partir d'échelles précises. C'est plutôt justement à partir d'un retour de vécu et d'expérience, mais du reste, on peut aller explorer ces thématiques dans les discours des personnes quand on les recueille, ces discours, dans le cadre d'une étude observationnelle et qualitative. Et donc ces critères, alors il faut que j'espère que je vais les retrouver là, parce que je te parle de 5 critères. Il y a le fait de retrouver une identité positive. Alors là, on parle de personnes qui ont un parcours de soins parfois assez long, de personnes qui vivent souvent avec un trouble psychique plutôt chronique, schizophrénique, trouble bipolaire, trouble de la personnalité. Donc parmi ces critères, je disais l'identité positive, le recouvrement d'une identité positive, retrouver un sens dans la vie, retrouver l'envie et la capacité de se relier et d'être en relation avec les autres, retrouver aussi ce qu'on appelle, alors c'est le terme anglais, je vais mal le prononcer, c'est l'empowerment, donc le pouvoir d'agir, donc retrouver du pouvoir d'agir dans sa vie. Donc l'espoir, je l'ai dit, l'identité positive, le fait d'être en relation avec les autres, le sens de la vie et le pouvoir d'agir. Donc ces 5 critères-là sont importants, des critères qualitatifs. Et en petite parenthèse, c'est ce qu'on a travaillé très modestement avec Cisco et Olivier, que tu connais, enfin peut-être que tu en parleras lors d'autres rencontres qui travaillent avec moi ici. Donc Olivier, infirmier psy, et musicien et membre des Squatteurs du Blues, dont on parlera peut-être, et Cisco, voilà, musicothérapeute et médiateur artiste, donc ces critères du rétablissement. Et donc voilà, l'idée c'est que la recherche puisse aussi se focaliser là-dessus de manière précise quand même, rigoureuse, mais différente, d'une manière différente de ce qu'on entend classiquement par études observationnelles, cliniques, à partir d'échelles. C'est un peu différent. Et ça a une validité, c'est ce qu'on appelle les recherches qualitatives en santé. Bien sûr. Mais c'est pas que ça. Moi, je crois beaucoup à cela et d'autres choses, peut-être que tu réalises toi aussi de façon plus précise. Il ne faut pas négliger l'aspect quantitatif, statistique, à partir d'un grand nombre de cas. Bon. Mais voilà, à partir d'un grand nombre de cas, tout est un peu dit déjà dans cette phrase. C'est vrai que, mais malheureusement, dans des études un peu plus de terrain, c'est très 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 difficile d'avoir des cohortes suffisamment, en tout cas statistiquement significatives, pour que ça ait vraiment quelque chose d'important et d'intéressant. Et c'est vrai que la recherche qualitative est un peu, ça se démocratise de plus en plus, et tant mieux. J'en profite, je sais pas, peut-être qu'il le coupera au montage, mais je me suis formé au DU de recherche qualitative en santé, justement, super, avec le professeur Gérard Bourrel qui dirige, et maintenant il y a quelqu'un qui prendra certainement sa suite. Mais donc effectivement, j'ai beaucoup apprécié en fait ce DU, puisque ma formation, et je pense la tienne aussi, universitaire en tout cas, était beaucoup plus axée sur un seul type de recherche, qui est la recherche quantitative, et
et on n'avait pas forcément cette lecture-là. Alors je parle plus pour le coup de ma fac d'appartenance qui est plus vers Aix-en-Provence, parce que je crois qu'à Toulouse, vous avez un peu plus la culture, quand même en psycho, ils ont un peu plus la culture qualitative malgré tout. Mais, euh, mais voilà, en tout cas, effectivement, ça m'a donné un regard quand même qui est très intéressant, notamment par la phénoménologie, des choses que moi je pense que j'irai aussi explorer davantage dans mes futures recherches. Mais voilà, en tout cas, c'est vrai que c'est quelque chose que je trouve beaucoup plus parlant et ça me fait écho avec ce qu'on a discuté justement hier sur la palette des émotions, enfin, les articles que j'ai un peu lus, que tu as écrits. Je vois que tu laisses beaucoup la place et la parole justement à des vignettes cliniques, tu laisses la parole aux usagers justement. Mais du reste, c'est vrai que pour ce type d'études, pour ce type d'outils, hein, donc on a présenté l'outil, sa conception et les résultats de son utilisation dans le cadre d'une unité. Bon, c'est un peu spécifique, je ne sais pas s'il faut que je précise, mais c'est un outil. Oui, peut-être le définir rapidement. Donc la palette des émotions, c'est une forme de médiation graphique qui favorise l'expression du vécu. Alors c'est très précis et c'est un certain domaine de la psychiatrie, des personnes qui ont été placées en chambre d'isolement ou qui ont été placées parfois sous contention parce qu'on a constaté on sait maintenant depuis longtemps que ça peut constituer un traumatisme sévère pour ces personnes-là et que par définition, on le sait aussi, pour atténuer un impact négatif psychologique et éviter l'installation d'un traumatisme, parce que c'est une pratique qui reste encore parfois nécessaire, même si on essaie de la limiter au maximum, eh bien, il faut favoriser l'expression du vécu des patients avant, pendant, après, et peut-être même en faire un outil de prévention tertiaire. À partir du moment où il y a eu un état de crise avec un passage en chambre d'isolement et éventuellement une mise sous contention, de pouvoir aborder avec le patient la question de savoir qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est passé, quel est votre vécu par rapport à ça et comment pourrait-on faire mieux s'il y a de nouveau un état d'agitation, de crise qui se manifeste. Et donc on a développé cet outil. Alors c'est surtout une équipe de soins, c'est vraiment un travail de terrain, notamment mené par Jean-Yves Cournu, qui est toujours le cadre de santé de cette unité de soins. Et alors, on arrive à la méthodologie. Tout ce qu'on a fait, c'est montrer l'outil, comment il a été élaboré par une équipe, et on a présenté quelques cas cliniques. Idéalement, maintenant, pour montrer sa validité, il faudrait pouvoir le comparer à d'autres outils. Et ça exige... qu'est-ce qu'il faut dire, des matériaux dont on ne dispose pas, voilà. Mais ce serait pertinent. Pas forcément évident non plus. On aurait pu, sur une certaine période, faire une étude de patients qui bénéficient de cet outil-là versus toute une cohorte de patients qui n'en bénéficient pas. Mais c'est même... Bon, c'est un grand classique, mais c'est délicat d'un point de vue éthique, parce que c'est quand même des unités de crise où on pense devoir faire le mieux possible pour toutes ces personnes, et l'expression du véhicule est essentielle. Donc je trouve que ce serait difficile d'envisager deux cohortes où d'un côté on laisse les patients sans expression du vécu et de l'autre on utilise cette palette. Enfin bref, ça poserait d'autres questions si on voulait aller plus loin dans comment dirais-je, dans la preuve scientifique, pour dire ça comme ça, dans la recherche et le fait de montrer que cet outil est vraiment pertinent par rapport à d'autres. Oui, tout dépend au niveau épistémologique d'où on se place. Est-ce qu'on est dans une logique vérificatoire ou est-ce que là, en l'occurrence, c'est un outil que tu as proposé aussi pour... D'ailleurs, c'est ce qui m'a beaucoup plu en fait, parce que j'ai compris grâce à cet outil que du coup, tu n'étais pas forcément dans un supposé savoir et que du coup, il y avait même des axes qui m'avaient intéressé, qui étaient... même si le patient, je pense, est délirant ou autre, même si c'est pas tout à fait vrai, en tout cas, on lui laisse quand même la possibilité de s'exprimer pour qu'on puisse en faire quelque chose. En fait. C'est le principe de l'écoute inconditionnelle, l'accueil inconditionnel de ce qui est dit par le patient, dans la logique, de Carl Rogers. Et qui disait d'ailleurs, Carl Rogers, dans certains de ses articles, que c'était pertinent, y compris pour les personnes qui ont un trouble psychotique. Et ça, ça donne des résultats vraiment très, très surprenants. Tu sais, quand on est soignant, on a toujours un peu ce réflexe correcteur, le sujet supposé savoir.
Et figure-toi que le plus difficile avec cet outil, c'est pour nous, soignants, de parvenir à être dans cette position d'écoute inconditionnelle, mais qui est fondamentale pour que le vécu puisse s'exprimer et aboutir sur l'autre chose. Mais il y a vraiment un temps où il faut pouvoir avoir cette attitude hyper respectueuse de ce que vit le patient, même si on pense que ce qu'il a vécu ou ce qu'il dit ne correspond pas de ce qui s'est passé dans la réalité. C'est pas ça le plus important. Lui, il a vécu de cette manière-là, et il faut qu'il puisse l'exprimer, le dire librement, sans inhibition, sans autocensure. Donc c'était aussi un élément important avec cet outil. Et en tout cas, ouais, c'est vraiment très très intéressant. Est-ce que peut-être ça va faire un petit peu la transition toute trouvée, parce qu'on parle de médiation graphique avec d'autres formes de médiation du coup. Est-ce que donc bon, je vais te poser une question rhétorique, mais c'est pour les besoins du podcast. Mais Je t'écoute, j'accepte toutes les questions, même rhétoriques. Ça marche. Est-ce que tu as un lien de près ou de loin avec la musicothérapie? Eh bien, je ne sais pas si c'est de loin ou de près finalement. En tout cas, j'ai un lien avec la musicothérapie. Oui, d'accord. Je ne suis pas musicothérapeute, que les choses soient claires. Peut-être que j'aurais pu, j'y ai pensé à un moment, peut-être me former. J'ai un lien avec la musicothérapie parce que je travaille depuis très longtemps avec des musicothérapeutes, en bonne entente avec les musicothérapeutes. Et en bonne intelligence. En bonne intelligence, et surtout convaincu que c'est une approche thérapeutique tout à fait pertinente, mais qui doit être bien conduite, bien pensée. Donc je suis convaincu. Bon, du reste, j'ai une sensibilité particulière de ce côté-là, puisque je suis musicien. Enfin, la musique est une place vraiment très importante dans ma vie personnelle. Et donc, oui, un lien avec la musicothérapie et d'une manière plus générale, les thérapies à médiation. Les thérapies à médiation, oui. Parce que ça, du coup, je vais faire le lien avec les formations que tu as pu suivre. Donc, plus du champ finalement de la thérapie brève. Or, la musicothérapie, on a pu un peu s'en apercevoir que c'est loin d'être peut-être une thérapie brève. Donc, qu'est-ce que tu en penses de ça, peut-être est-ce qu'il y a la place pour qu'elle puisse s'inscrire parfois dans le temps, alors peut-être pas en intra, peut-être plus en extra hospitalier pour le coup. Alors, je suis pas peut-être non, même franchement pas convaincu que la musicothérapie en tant que thérapie à médiation peut s'inscrire aussi dans une approche brève. Alors bref, ça veut dire voilà une séance, 2 séances, 10 séances, on reste dans la thérapie brève. Petite histoire clinique, puisque l'idée de la thérapie à médiation, alors là je parle de la médiation en général, mais cette approche thérapeutique qui permet quand même, cette pratique qui permet aux patients, qui permet la verbalisation, la valorisation et parfois, c'est ce qui est visé, l'atténuation ou la résolution de problèmes psychiques ou corporels par cette voie indirecte et cette activité spécifique à la médiation. Moi, j'y crois parfois même sur des séances uniques, en fait. D'accord. Alors, pour te donner un petit exemple, tu me diras, bon, c'était un trouble bien bénin, tel que je vais le décrire, et cependant très invalidant pour un jeune patient que nous avons ici au centre de réhabilitation, qui, en lien avec une difficulté émotionnelle, avait une forme de dysphasie, de difficulté d'élocution très problématique. Et donc on a essayé plusieurs approches. Déjà simplement le fait de pouvoir exercice de respiration, pouvoir prendre conscience de la difficulté. Pratiquer un petit peu, puisque je suis formé en hypnose aussi, il sentait que je n'y arrivais pas non plus à l'aider, donc il était quand même assez conscient de sa difficulté, il en souffrait, et il a suffi, alors attention, c'était pas de la magie, mais je pense que c'était la bonne méthode au bon moment pour cette personne-là, ou je pense 2 séances, mais je pense qu'au bout d'une séance, il y avait déjà un résultat avec Cisco. Donc un trouble élocutoire, une difficulté vraiment d'expression. Et avec une séance, il avait trouvé la bonne médiation, le bon chemin, la stratégie du détour, comme on dit, pour arriver à un résultat. Et c'est assez spectaculaire, puisque la voie était rétablie, pour le coup. Et
difficulté était quand même en lien avec un trouble émotionnel. Alors le trouble émotionnel, il n'est pas complètement rétabli, ça prendra du temps. C'est une porte d'entrée, en fait, finalement. Ouais. Et c'est dire aussi magie. qu'il y a la difficulté psychique et parfois le trouble psychocorporel ou même corporel. Là, il y a vraiment une dimension somatique, ou une expression somatique d'une difficulté psychique. Et voilà. Alors bon, ça c'est l'exemple extrême parce que c'est une seule séance, mais il y a eu cette forme, alors pour le coup avec de la musique, mais c'est une thérapie à médiation et la résolution très rapide et concrète d'une difficulté, d'un trouble. Si tu veux, ça me fait penser un peu, on pourra couper ça aussi, mais en hypnose. Alors l'hypnose, c'est pas une thérapie en tant que telle, c'est juste un moyen technique et s'inscrit dans le cadre d'une thérapie brève. On peut dire hypnothérapie ou thérapie brève qui utilise l'hypnose. Une seule séance permet parfois d'amener un certain progrès et qui va faire tache d'huile après par rapport à d'autres choses. Et alors peut-être aussi qu'il ne faut pas non plus magnifier ou trop idéaliser l'outil. Encore une fois, je vois que Cisco apparaît là, on parlait de la durée d'une approche thérapeutique. Je dis une séance de thérapie à médiation, de musicothérapie a permis de rétablir ce trouble de la voix qu'il présentait. Et pourquoi je dis ça? C'est que parfois, voilà, un aspect peut-être un peu technique, on va dire la bonne tactique, mais au sens noble du terme, au bon moment, dans une phase évolutive, avec aussi le bon thérapeute. Il n'y a pas à sous-estimer la question de l'alliance thérapeutique et de la question transférentielle et contre-transférentielle. Une séance peut suffire parfois pour amener... alors comme tu l'as dit aussi, une première étape, parce qu'on n'a pas tout résolu, mais il y a quand même eu... Ou une porte d'entrée en tout cas. Une porte d'entrée, Oui, parce que, en tout cas, oui, il y a le souhait d'essayer de chercher finalement... peu importe, en fait, là, presque limite, c'est tombé sur la musicothérapie, mais ça aurait pu être sur n'importe quelle autre chose. Mais c'était de trouver la bonne porte d'entrée, mais surtout de ne pas s'interdire d'aller chercher finalement d'autres champs quand les thérapies... parce que ça, c'est un peu en débat, mais j'allais dire quand les thérapies plus classiques, entre guillemets, n'ont pas fonctionné, mais sauf que c'est vrai que souvent, c'est ce que les art-thérapeutes, les musicothérapeutes reprochent un peu, c'est souvent que la prescription ou l'indication justement de la musicothérapie ou de l'art-thérapie, elle est faite un petit peu en dernier recours quand plus rien n'a marché aussi. Oui. Là, c'était pas du tout le cas, mais d'ailleurs, qu'est-ce que tu en penses de ça? Je pense que je rejoins aussi la question, parce que tu as posé la question de façon pertinente aussi. On voit bien que je ne sais pas si j'ai cité le prénom ou pas, de ce jeune patient. On l'enlèvera. C'est... comment dirais-je, une porte d'entrée, une étape dans un processus thérapeutique qui va continuer, mais du reste, il n'a pas eu la profondeur ou l'ampleur d'un changement thérapeutique, tel que par exemple, tu l'as décrit hier lors du colloque, tu vois, où là, il y a quand même tout un cheminement thérapeutique qui va beaucoup plus loin et qui va justement du côté non seulement de l'expression de soi, mais d'une véritable résolution à travers une forme d'élaboration psychique qui n'a pas été possible, tu l'as bien décrit hier, avec une autre approche qui aurait pu marcher, mais qui n'a pas fonctionné pour cette personne-là à ce moment-là, à savoir la psychothérapie classique. Et donc, ce n'était pas le cas pour le jeune patient dont j'ai parlé. Là, le travail continue par ailleurs. Donc, la musicothérapie est venue en complément d'autres choses. Mais dans le cas clinique que tu as décrit hier, il y a un véritable travail d'élaboration psychique, mais qui a été possible et même cathartique, tel que tu l'as décrit, là où finalement la psychothérapie classique ne pouvait pas fonctionner pour diverses raisons, tu vois. C'est la question même que je posais à la fin, mais du coup je vais te la poser, sur la place de la musicothérapie dans le parcours de soins. Donc, là, il s'avère que ça s'est positionné un peu plus tard, mais peut-être que en fait, ça pourrait être psychothérapie, musicothérapie, psychothérapie ou musicothérapie, psychothérapie, etc. En fait, ça serait c'est une question à laquelle je pense qu'on ne peut pas répondre puisque ça dépend de la singularité évidemment des personnes, mais parfois c'est des questions qu'on peut demander, qu'on m'a demandé déjà. Je vais te répondre de façon peut-être un petit peu qui va paraître limitée et assez basique, mais en réhabilitation psychosociale, on a une boîte à outils. Oui, et on pioche dedans. Et ce qui est très important, alors attention, ne pas non plus, comment dirais-je, avoir simplement la boîte à outils qui est rangée là. Il faut vraiment
Vraiment, le bon artisan, il sait utiliser le bon outil au bon moment et il sait vraiment ce qu'il a dans sa boîte à outils. Moi, j'ai constaté qu'en réa, parfois, on avait développé tel ou tel outil et au bout d'un an ou deux, on l'utilise une ou deux fois, on ne l'utilise plus du tout. Ça pose quand même la question de savoir pourquoi on ne l'utilise plus. Donc, il faut connaître les outils que l'on a et pouvoir après les utiliser au bon moment, de façon très personnalisée. Alors évidemment, j'aurais tendance à penser, mais là, il y a un biais très subjectif, que la musicothérapie peut fonctionner pour tout type de problématique et tout patient. J'aurais tendance à penser ça, mais je dois m'interdire de le penser aussi trop ou trop hâtivement, parce que je pense que d'abord, je dois avoir quand même gardé un point de vue très global. Mon rôle de psychiatre aussi, c'est de savoir que cette boîte à outils est à disposition et que je travaillerai avec différents collègues qui ont leurs spécialités respectives pour amener le meilleur parcours de soins et la meilleure approche thérapeutique globale pour chaque personne. Pourquoi je te dis ça ? Ouais, cette notion de boîte à outils, tu vois, et la musicothérapie en fait partie. Alors évidemment, j'aurais tendance à la mettre peut-être un petit peu au-dessus, parce que je suis convaincu, mais bon, on soigne peut-être très bien aussi à d'autres endroits, là où il y a peu de musicothérapie, parce qu'il y a une utilisation pertinente d'autres outils. Il faut garder cette modestie aussi, peut-être. Ah, celui qui n'a qu'un marteau, tous les problèmes sont des clous. Ah, tu pas connais mal. C'est pas de moi, c'est de Abraham Maslow, justement. On parlait de Rogers tout à l'heure. Je retiens. Mais voilà. La boîte à outils m'évoque toujours ça. Mais... justement, est-ce que est-ce qu'il existe un ouvrage ou un travail des travaux significatifs qui ont pu te marquer en matière d'art-thérapie, de musicothérapie, de médiation, qu'importe? Non, alors il y a quelques ouvrages, quelques articles, ouvrages généraux. Alors j'avais été intéressé par l'ouvrage de Jean-Pierre Klein, qui parlait, mais qui a un point de vue, comme souvent d'ailleurs, hein, les art-thérapeutes, surtout ceux qui sont à la tête d'école comme ça, un point de vue radical, avec une radicalité qui a bien sûr des mérites, parce qu'il y a un vrai engagement, il y a toute une théorisation, au risque d'être parfois un petit peu exclusif ou rejetant par rapport à d'autres approches, mais j'avais trouvé quand même son approche assez pertinente, voilà, et puis je l'ai rencontré à l'une ou l'autre occasion. Tu pourrais nous la décrire, justement ? L'approche de Jean-Pierre Klein, il y a un fondement psychanalytique, il y a, ce que j'en retiens de façon grossière, hein, il y a un fondement psychanalytique, il y a l'idée, me semble-t-il, d'être une espèce de jusqu'au-boutisme dans la pratique. Moi, je travaillais avec un art-thérapeute qui était... il avait des côtés un petit peu extrémistes, je le disais comme ça, mais ça faisait aussi la qualité de son travail. Il lâchait rien, quoi. Donc, et je pense que c'est ce qui faisait la qualité de son travail, et il était à l'école de Jean-Pierre Klein. Ça veut dire on va jusqu'au bout du processus thérapeutique. On se méfie de l'interprétation. Je crois, tu sais qu'il y a une époque où on interprétait beaucoup le travail réalisé. Surtout en art-thérapie. Oui. Parce que le matériau de fait est grandement interprétatif. Peut-être un peu moins avec la musique. Mais... Avec l'idée qu'il y avait voilà, ce qui, à mon avis, est vrai. Il y a une part évidemment projective dans ce qui est fait. Dans toute pratique artistique, même en dehors de la psychopathologie, de la psychothérapie, on met une part de son intériorité dans ce qu'on crée et dans ce qu'on produit artistiquement. Et donc il y avait cette dimension, parfois même de test projectif à travers ce qui était produit, dessiné, etc. Et je pense que Jean-Pierre Klein, alors j'espère ne pas avoir fait une lecture trop superficielle ou peut-être trop subjective, mais il se méfiait plutôt de ça, en disant non, il faut quelque part faire confiance au processus thérapeutique, pour autant que le cadre thérapeutique soit bien posé, qu'on aille dans cet accompagnement très contenant aussi, parce qu'une approche art thérapeutique pour certains, pour Jean-Pierre Klein et d'autres, est une pratique aussi à risque, comme peut l'être toute approche psychothérapeutique qui va au fond des choses. Et donc, il y a aussi cette prise de risque, cette temporalité à respecter, et qui peut aller à contre-courant. C'est ça que ça peut rendre une chose un peu difficile. Là, je m'en mêle un peu les pinceaux, mais c'est pour te dire qu'en tant que médecin, on peut attendre du résultat. Et oui. Le résultat d'une psychothérapie, ça peut être, pendant un certain temps, que les choses aillent peut-être moins bien,
parce que la psychothérapie et la musicothérapie et l'art-thérapie va peut-être aller au fond de certaines choses et bousculer un patient, peut-être l'amener à des comportements différents, peut-être éventuellement problématiques, mais qui révèlent quand même soit une découverte de soi, soit un changement, une évolution qui est favorable. Je me souviens de débats comme ça où il y avait cette réalité constatée que dans le cadre d'une psychothérapie, alors c'était un adolescent qui s'était montré plus violent, en fait. Alors si on voyait la violence, on se disait finalement la thérapie ne fonctionne pas. Sauf qu'on voyait que la violence était orientée vers des personnes harcelantes ou des personnes qui avaient été elles-mêmes violentes avec ce jeune. On se dit non mais réfléchissons un petit peu à ce qui se passe pour ce jeune. C'est pas qu'il faille soutenir cette violence, mais comprendre qu'en tout cas il est en train de réagir alors qu'il subissait passivement la violence. Enfin, c'est un... Tu vois, et donc le fait que le comportement peut-être révèle quelques aspérités un peu inhabituelles ou dérangeantes, si on le lit sur un plan strictement comportemental, c'est pas suffisant. Il faut voir ce qui se passe, et je pense que l'approche psychothérapeutique, mais également dans cette voie éventuellement musicothérapeutique ou art-thérapeutique qui va au fond des choses, je le répète, va peut-être amener cette difficulté transitoire mais révélatrice d'une évolution favorable. Voilà. Est-ce que je crois comprendre le concept un peu plus de jusqu'au boutisme, on va dire, mais est-ce malgré tout, on risque pas de tomber dans un... Alors pareil, je connais déjà la réponse, parce que c'est au cas par cas, mais est-ce qu'on peut ne pas tomber justement dans une forme de dogmatisme, mais soit dans l'approche, soit en tout cas de se dire, par exemple, c'est ce que j'ai essayé de pointer, ou c'est ce qui est le cas de ma manière de travailler, puisque étant psycho et après musico, je m'autorise à faire ces va-et-vient, c'est-à-dire si je sens que la musico, à un moment donné, ça peut être bien, ok, mais parfois je me trompe. Et je sais revenir en arrière en me disant, bon, peut-être que là, c'est n'importe quoi, on va revenir à la psycho, et peut-être que... Et je fais aussi l'autre chemin dans l'autre sens, mais parce que je peux m'autoriser, enfin, j'arrive à me jongler avec mes différentes casquettes, on va dire. Je pense que là, on en parlait un peu tout à l'heure, on arrive enfin, on évoque indirectement le risque d'une radicalité. Oui. Et le plus grand risque lié à la radicalité, c'est un aveuglement aussi. C'est-à-dire d'où l'intérêt de la supervision, de l'intervision et du travail en équipe. Je pense que tu as, enfin c'est ton choix aussi, mais je veux dire la chance de travailler en équipe. Si, voilà, je me réfère moi à ce qui se passe ici au CRPS, si Olivier Cisco m'interpelle souvent aussi par rapport à telle ou telle personne, il dit mais là, j'ai l'impression qu'on a trouvé une voie thérapeutique et en même temps j'ai quelques craintes, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que tu en penses Pierre, Olivier peut m'en parler aussi, et cette interdisciplinarité, alors interdisciplinarité, ça va plus loin que la pluridisciplinarité. Hein. C'est pas juste des disciplines l'une à côté de l'autre, c'est qu'on va quand même avoir un dialogue. Et là d'ailleurs, je vais garder le point de vue critique qui sera le mien pour aider justement à toujours envisager le parcours et l'évolution de la personne de la façon la plus cohérente, respectueuse du sujet, et peut-être justement en regardant ce qui existe aussi, ce qui est possible, c'est-à-dire des écueils, des entraves, et voir des risques dans le chemin psychothérapeutique, surtout. Bon, mais tu l'as bien dit toi-même, tu te rends compte que c'est peut-être pas la bonne voie, ou que c'est peut-être pas ce que tu vas proposer en premier lieu, tu vas en discuter avec l'un ou l'une de tes collègues, là, parmi ton équipe, et ça va t'aider à avancer. Donc, tout dogmatisme, de toute façon, est un danger. Bien sûr. Alors, j'ai même plus loin pour j'aurais parlé plus de transdisciplinarité dans le sens justement de fusion un peu de toutes les compétences des uns et des autres, mais je pense que c'est une utopie, hein, mais je ne sais pas si ça existe, ça, c'est une grande question, parce que transdisciplinarité, ça veut dire que c'est presque un nouveau courant, une nouvelle discipline qui se créerait à partir de plusieurs ingrédients. En tout cas, dans une prise en charge, ça serait l'idée de se dire, ou dans un accompagnement, parce qu'on ne dit plus trop prise en charge maintenant, mais en tout cas, dans un accompagnement, ça serait de se dire, oui, justement, un tel sait faire ça, l'autre il sait faire ça, l'autre il sait faire ça. Donc, au lieu de se dire, moi je vais faire comme ça et moi je fais ça, c'est, ok, moi je fais peut-être cet aspect-là, moi je peux faire ça, moi je peux apporter cette compétence-là.
Et puis peut-être que des fois, il y en a moins besoin, etc. Et là, je pense que c'est plus le rôle des gens comme toi, donc des psychiatres aussi, qui doivent peut-être un peu plus coordonner, chaperonner un petit peu tout ça. Ouais. Et de mettre du sens en fait à tout ça. Mais je pense que c'est une utopie, hein, ça n'existe pas ça. Ce que tu viens d'écrire là, oui, je crois que c'est très bien, c'est-à-dire divers aspects qui sont de la thérapie, enfin de l'approche thérapeutique, mais qui sont coordonnés en bonne intelligence, peut-être aussi dans une bonne temporalité. Il me semble que c'est une forme d'interdisciplinarité pratique, pertinente. Mais du reste, je pense qu'on est tout à fait d'accord sur le contenu. C'est une question de vocabulaire, c'est la transdisciplinarité, au sens peut-être épistémologique. Je la voyais plus loin encore, comme presque une nouvelle discipline. Oui, une métadiscipline, ouais. Quelque chose de... Oui, Et ça, je te dirais même que parfois, alors c'est surtout en intra que je vois ça, on a beaucoup de professionnels avec des cas complexes. On peut ne pas être en accord parfois, et c'est bien qu'il y ait un certain désaccord exprimé, manifesté. C'est la preuve d'une vivacité de pensée aussi. Alors après, il faut se mettre d'accord d'un point de vue pratique pour le patient accompagné. Mais entre professionnels, on peut ne pas être d'accord dans cette interdisciplinarité. Et puis on trouve le chemin, quoi.